Allez, donc c'est parti. Donc, simulation chirurgicale, prototypage 3D expérimental au sujet anatomique. Donc, pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que je trouve que ça me permet de vous faire une présentation très transversale de toutes les techniques chirurgicales que l'on peut mettre en place en tant que chirurgien dentiste, de toutes les possibilités que l'on a avec nos compétences de chirurgien dentiste pour pouvoir répondre à la demande des patients et les réhabiliter de manière globale du patient qui a besoin d'un implant simple ou d'une greffe gingivale ou d'un aménagement tissulaire simple jusqu'à la chirurgie la plus complexe. Pour me présenter, moi je suis le docteur Philippe Dubois, je suis le président de Accessible Implantologie, c'est une formation qui se déroule sur Montpellier, on fait beaucoup de choses et Invivox, la plateforme, m'a donné la possibilité de vous présenter ma société et également de vous présenter ce sujet. Donc ça, ce sont les travaux pratiques que l'on fait à la faculté de médecine sur les sujets anatomiques. On en parlera à la fin. Donc je remercie évidemment Invivox qui organise tout ça très, très gentiment. Donc les définitions du prototypage. Qu'est-ce qu'un prototype? Dans l'industrie automobile, le prototypage est quelque chose qui existe depuis longtemps et ça permet d'aller vers l'évolution des voitures. C'est-à-dire qu'on passe par des concept cars qui sont présentés au grand public et à partir de ce concept car, on va développer un modèle qui s'appelle un prototype sur lequel on va faire nos tests techniques. Et ça, c'est bien connu dans l'industrie automobile et ça vous permet d'avancer dans les technologies. On peut le voir sur les illustrations en bas. La simulation chirurgicale, quant à elle, elle a été très bien définie dans un rapport de la Haute Autorité de Santé en 2012. Dans ce rapport, il est question donc de la simulation chirurgicale et d'une définition de la simulation chirurgicale. Qu'est-ce que c'est que la simulation chirurgicale et est-ce que c'est quelque chose que l'on fait sur des mannequins? Est-ce que c'est quelque chose que l'on fait sur des sujets anatomiques, des cadavres? Ça, c'est très bien décrit dans ce rapport-là. En résumé, en Amérique du Nord, on peut voir que la simulation chirurgicale est un outil vraiment indispensable à l'enseignement. Ils ont un peu plus de moyens qu'en Europe et ça permet aux apprenants de ne jamais débuter les premiers gestes techniques trop complexes sur des patients réels. Et ça permet d'appréhender les gestes techniques, la partie technique. En Europe, c'est quelque chose qui est en train d'arriver. C'est un outil pédagogique qui commence à être implanté dans certains centres. Et en France, c'est une activité qui est émergente. Compte tenu des coûts, c'est quelque chose qui est compliqué à mettre en place de manière généralisée. Par contre, on a quelque chose en France qui existe et qui permet de faire le lien entre le prototypage et la simulation chirurgicale pure, c'est les sujets anatomiques. En France, on a la possibilité d'accéder au labo d'anatomie au sein des facultés de médecine, ce qui nous permet de pouvoir simuler nos actes chirurgicaux sur des sujets humains. Ça, c'est un petit schéma récapitulatif de la simulation chirurgicale. Donc, elle peut être sur des sujets vivants, organiques, sur des sujets non vivants, non organiques. C'est tiré du rapport de l'HAS de 2012. Et tout ça pour vous récapituler un petit peu les possibilités. Et la seule chose qui vous permet de le faire de manière en immersion totale, ça va être de le faire sur des patients vivants ou sur des patients simulés. Ce qui va s'en rapprocher le plus en dehors de l'immersion totale va être le cadavre. On le voit, c'est juste ici. L'animal, j'en parle pas, puisque en fait, l'animal, c'est intéressant pour la partie technique, mais c'est difficile à retranscrire sur un humain, puisque c'est quand même pas la même chose. Quand on fait, par exemple, des TP, ça arrive souvent en chirurgie mucogingivale sur des mâchoires de porc ou de mouton. Ça reste du porc ou du mouton. Ce n'est pas de l'humain et ce n'est pas le positionnement réel que l'on va avoir. Il en est sorti de ce rapport de l'HAS en 2012 10 propositions et moi j'en retiens plusieurs, mais la plus importante, ça va être pour moi la première proposition qui dit ne jamais effectuer son premier geste la première fois
sur le patient. L'avantage de cette simulation chirurgicale est qu'on va pouvoir éviter d'effectuer sa première fois son premier geste sur un patient réel. Quel bénéfice va retirer l'apprenant de cette simulation chirurgicale? Dans ce modèle de Kirkpatrick en 1967, on a ici qui est décliné 4 niveaux d'évaluation: la réaction de l'apprenant, l'acquisition de ses compétences, son comportement et puis le résultat pour les patients. À quel niveau va se situer, que va apporter la simulation chirurgicale sur ces 4 niveaux? Eh bien, en fait, on sait par des études qui ont été très bien menées sur les personnes qui subissent ces simulations chirurgicales, enfin qui apprennent leurs gestes sur les simulations chirurgicales. On sait que les 3 premières composantes sont tout à fait respectées. C'est-à-dire, on va avoir une satisfaction de l'apprenant, il va acquérir plus facilement ses compétences, son comportement va être modifié par rapport à sa pratique. Par contre, c'est plus difficile de prouver les résultats sur le patient, mais on peut se douter qu'à partir du moment où les 3 premiers points sont évalués, sont respectés, si la personne veut mettre en place ces procédures au sein de son activité privée ou hospitalière, peu importe, eh bien, on va avoir un bénéfice pour le patient également. Mais ça va être soumis à l'apprenant. S'il n'a pas envie de le mettre en place, ça ne va rien changer, effectivement. Les méthodes actuelles qui sont à nos dispositions pour l'enseignement, ça va être le compagnonnage. On peut voir ici sur cette illustration, on a tous connu ça, où on était donc étudiant dans un centre de soins dentaires, il y avait d'autres étudiants autour qui voyaient plus ou moins ce qui se passait, un enseignant qui vérifiait, éventuellement l'enseignant prenait la main, mais au final, le premier geste, la première carie soignée, le premier coup de bistouri était fait par l'étudiant. On a tous souvent une petite anecdote d'ailleurs sur ce genre de première fois. En 2020, est-ce qu'il est acceptable pour notre population de faire son premier geste sur un patient lambda? Peut-être qu'on peut essayer d'améliorer les choses. Alors, on a essayé de mettre en place des modèles pédagogiques que l'on peut voir ici. On va faire la simulation du tracé de chirurgie, par exemple, la simulation du décollement total de gencives, la simulation de la pose d'un acte implantaire, mais ça reste du modèle expérimental, c'est du modèle de travaux pratiques standardisés. Est-ce qu'il n'est pas possible actuellement, avec les technologies que l'on a d'impression 3D, d'effectuer des modèles personnalisés? On pourrait tout à fait imaginer, on le verra dans la présentation, à partir d'un scanner ou d'un ConBeam, de sortir un modèle en impression 3D et d'effectuer la simulation de sa première chirurgie sur un modèle imprimé en 3D qui correspondrait à l'anatomie réelle du patient. C'est tout à fait envisageable, au lieu d'avoir un modèle Frasaco standardisé. Le compagnonnage, il peut s'effectuer aussi de manière plus poussée, c'est-à-dire on peut dans un premier temps effectuer des gestes sur des sujets anatomiques. On effectue le geste sur un sujet humain, non vivant. Puis on analyse ce geste, on le répète en travaux pratiques. Puis on met en place ce geste au sein de la structure même de la personne qui veut effectuer ce geste pour la première fois. On effectue la chirurgie et ensuite on débriefe. Ce n'est qu'en suivant ces plusieurs étapes qu'on sait que ce geste sera acquis par la personne, puisqu'on va en fait intellectualiser, on va mettre en exergue la partie intellectuelle d'un geste technique manuel. Et c'est comme cela que ce geste va entrer dans l'inconscient de la personne qui va faire son geste chirurgical. C'est actuellement ce que l'on pratique facilement en France. C'est une photo d'un cabinet dentaire des États-Unis du 19e siècle qui a été pris au musée de Chicago. Donc on peut voir l'évolution un peu de notre profession qui a été énorme. Là, en aparté,
les surfaces à désinfecter pour éviter l'infection au Covid serait très complexe à mettre en place. Alors l'évolution qu'on va avoir dans notre profession, actuellement, on voit quand même qu'on a une espèce de digitalisation de la profession de chirurgien-dentiste. L'impression 3D est quelque chose qui est qui est sorti un petit peu du domaine industriel et qui est à la portée quasiment de tous, avec des modèles d'imprimantes 3D qui vont du modèle low cost jusqu'au modèle le plus industriel, le plus cher. Mais en fonction des indications dont on va avoir besoin, on va pouvoir s'orienter vers tel ou tel modèle d'imprimante 3D. C'est intéressant, à mon avis, de commencer à se pencher sur ce problème de l'imprimante 3D, à cette solution pardon, de l'imprimante 3D, puisque comme on peut le voir sur cet exemple, quand on imprime en 3D avec une imprimante de bureau toute simple, on peut voir, donc on crée un modèle STL d'un patient existant, on voit qu'il y a beaucoup d'artefacts métalliques puisque c'est un patient avec des brackets d'orthodontie. On peut tout à fait s'entraîner pour sa première chirurgie de mettre un implant sur un modèle imprimé en 3D dans un matériau spécifique qui va correspondre à la texture, à la densité d'un os de type 2-3. Si on compare sur le diagramme de pose des implants c'est un diagramme que l'on récupère avec les moteurs d'implantologie qui correspondent à la vitesse de rotation et à la force d'insertion des implants et à la force au couple que développait le moteur d'implantologie. Si on compare entre le forage test et le forage du patient, on voit qu'on arrive aux mêmes vitesses de rotation quasiment, 1225-1250 tours minute, et à la même force d'insertion quasiment, avec les mêmes pics, vous voyez, on a les mêmes pics comme ça qui viennent se mettre. Donc c'est quelque chose qui est comparable. C'est intéressant puisque dans la pédagogie, on peut se dire effectivement, on va essayer d'utiliser ce matériau-là plutôt qu'un autre et on va pouvoir faire ou soi-même préparer sa première chirurgie ou sa chirurgie un peu complexe sur un modèle qui va être anatomique au lieu d'un modèle Frasaco. La digitalisation de la profession, si on fait un petit résumé, on peut dire qu'on a un patient lambda, un patient analogique. Il va y avoir des systèmes d'acquisition qui vont acquérir le patient, c'est-à-dire qui vont le digitaliser, le mettre en 3 dimensions ou le mettre dans l'ordinateur dans toutes ces dimensions. Avec l'os, la face, le visage, on peut enregistrer également les arcades dentaires et l'occlusion, même en dynamique maintenant. Ça va nous donner un patient virtuel. On peut appeler ça aussi un avatar, comme on a vu ce terme en informatique dans les jeux de réalité virtuelle. C'est notre avatar de patient. Grâce à ça, on va pouvoir faire du diagnostic, c'est-à-dire choisir, déterminer quels sont les problèmes du patient, choisir s'il a un problème esthétique, un problème fonctionnel, un problème de reconstruction osseuse à effectuer. Bref, en fonction du projet prothétique final ou du projet esthétique final, on va pouvoir mettre en place notre plan de traitement et notre thérapeutique par planification et workshop virtuel. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on va pouvoir transcrire les modèles numériques en modèles analogiques et c'est à ce moment-là où on sort le modèle de la partie numérique. C'est à ce moment-là où en fait on va avoir la perte de précision. Toute la chaîne numérique, à partir du moment où on a acquis le patient en 3D, en numérique, jusqu'à la sortie de ce patient de la chaîne numérique, eh bien tout ça est très précis. L'ordinateur est quelque chose de très très idiot. Ça fonctionne avec des 0 et des 1. Si on lui dit que c'est 2 0 et 1 1, il ne va pas mettre 2 1 et 1 0. Il va faire ce qu'on lui dit. Donc c'est intéressant d'avoir ça en tête et de se dire, à partir du moment où je commence à traiter un patient de manière numérique, il va falloir essayer de rester dans le numérique jusqu'au bout. Et si on veut sortir du numérique, on introduit une notion d'imprécision. À partir du moment où on va imprimer un modèle, à partir du moment où on va imprimer un modèle osseux, un modèle d'arcade, un mock-up, à partir du moment où on va sortir nos prothèses à ce moment-là, ce ne seront plus de l'impression, ce sera de la transcription de prothèses, donc souvent par soustraction, par fraisage. Et à partir de là, on a l'imprécision soit du manipulateur, soit de la machine en elle-même, de la machine outil qui va faire cette sortie du numérique.
Donc ça, il faut l'avoir en tête. Si on met un petit peu d'ordre, si on met un petit peu d'ordre dans tout ça, dans le numérique, dans la transcription de l'information, on a la transcription par addition, donc la construction de modèles, ça va être addition de matière plastique ou par fusion laser. La construction de produits thérapeutiques, donc de provisoires, par exemple, de couronnes provisoires, on le voit de plus en plus. Et on a à l'inverse la méthode par soustraction, c'est-à-dire par fraisage, par usinage, par des machines-outils. Donc on prend une pièce large que l'on va réduire et pour lui donner la forme que l'on veut lui donner, que l'on a décidé de lui donner par rapport à la thérapeutique que l'on a décidé. Voilà, ça, ce sont des principes généraux. Et si on pousse la chose jusqu'au bout, on peut arriver jusqu'à la robotisation totale du geste, comme on peut le voir sur cette vidéo d'illustration en bas à droite. On a quand même des humains qui sont derrière, on a quand même des humains qui ont programmé l'ordinateur, ça ne se fait pas de manière simplifiée. Et pour ceux qui font de la chirurgie guidée, on sait tous qu'il y a des moments où on enlève le guide chirurgical, on a des moments où on reprend la main totalement par rapport à ce qui a été planifié au départ. Donc cette solution-là totalement numérique jusqu'à la robotisation du geste, et pour moi, prématuré, c'est plus de la communication de la part des Chinois. On sait qu'ils sont forts sur ça. Cette illustration également du prototypage où on va sortir un modèle en 3 dimensions de manière simplifiée, un modèle imprimé. On va pouvoir faire notre planification chirurgicale dans un cas où on a très peu d'os comme celui-ci, où on n'est pas sûr de notre geste, où on n'a pas envie de perforer totalement la corticale vestibulaire, on veut garder un pont osseux au niveau du col implantaire. Eh bien, on va sortir un modèle 3D de notre CBCT. Alors ça, s'il y en a qui veulent avoir des petites combines pour sortir des CBCT sans passer par des logiciels payants, pour les sortir comment ça s'appelle, en STL, pour pouvoir les imprimer sur n'importe quelle imprimante 3D, eh bien à ce moment-là, vous me contacterez après le webinaire et je vous donnerai les solutions pour pouvoir faire cela. Il y a des logiciels qui sont open source qui vous permettent de sortir ça. Et en chirurgie osseuse, en fait, on n'a pas besoin, en chirurgie implantaire et osseuse, surtout osseuse, on n'a pas besoin d'une précision au micron comme on aurait besoin pour une prothèse. En prothèse, oui, on a besoin d'une précision au micron. Là, non. Donc, on peut tout à fait imprimer. Et cette idée n'est pas de moi. Hein. Il faut rendre à César ce qui est à César. C'est le docteur Ernoux qui est CMF au CHU de Dijon qui a publié la première fois sur ça en imprimant des modèles 3D de ces patients traumatisés, opérés. À partir de ces modèles-là, il a façonné des plaques d'ostéosynthèse, d'ostéo-intégration, et ça lui a permis de faire des reconstructions osseuses de massifs de la face de ces patients, très volumineuses, en diminuant le temps d'intervention avec un coût qui est dérisoire comparé à l'apport que ça donne au niveau de l'acte chirurgical. Si vous connaissez ce petit casse-tête là, il vous faut prendre une petite feuille de papier, faire les 9 points sur cette feuille de papier, et le but c'est de relier les 9 points en 4 traits. Tout ça pour vous dire que, si je vous le trace, tout le monde essaye de relier les 9 points en 4 traits en restant dans le carré. Si on essaie de sortir des limites, de sortir de ce carré, comme l'a fait ce docteur, ce chirurgien maxillo, il est sorti des limites de sa spécialité, il est sorti de la spécialité médicale, biologique, il est parti dans le domaine de l'impression 3D qui, au départ, n'avait rien à voir avec ça. Ça lui a permis de découvrir une technique simplificatrice de son acte chirurgical et ça a un apport pour son patient. Donc, c'est un petit aparté pour vous dire, c'est important des fois de s'intéresser à des choses qui sortent un petit peu de notre domaine de compétences, d'aller voir, d'aller chercher, et ça nous permet de développer des techniques. Il a fait un calcul un petit peu de son coût, de son temps de traitement de l'information. Alors avec de l'habitude, c'est encore moins long que ça, la partie post-traitement et pré-traitement. Et le temps d'impression, lui, on s'en fiche un petit peu, puisque de toute manière, l'imprimante
imprime, vous, pendant ce temps, vous pouvez vaquer à vos occupations. Vous pouvez tout à fait voir d'autres patients, vous pouvez tout à fait faire d'autres plans de traitement, vous pouvez tout à fait passer du temps sur votre ordinateur, laisser faire tourner l'imprimante la nuit, c'est pas très grave. Et le coût des modèles imprimés avec des imprimantes simples, des imprimantes à déposition de matière, non pas les imprimantes qu'utilisent nos prothésistes pour faire des dents, mais des imprimantes où en fait c'est un fil qui va être chauffé et qui va être déposé sur une plaque couche par couche, de 0,2 mm en 0,2 mm. Ça revient à un coût entre 3 et 5 euros. Donc c'est quand même dérisoire comparé au confort que ça donne au niveau de la chirurgie. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces reconstructions et de ces modèles, finalement de ces prototypes de patients pour faire nos chirurgies? Parce que quand on veut faire de la chirurgie implantaire, on est obligé d'avoir des axes implantaires à peu près corrects. Ça va nous permettre de respecter les profils d'émergence, d'avoir des rapports couronne-racine meilleurs, également de protéger les éléments anatomiques nobles, et tout ça va en découler la pérennité de nos reconstructions, et on va pouvoir préserver le fonctionnel et l'esthétique. Donc tout ça, tout est étroitement lié. Il y a d'autres systèmes qui proposent cela avec des marques en fait qui développent directement des prototypes de grilles titane préformés sur des modèles 3D. C'est le même principe en fait. Tout ça, c'est le principe de la régénération osseuse préalablement préparée, préalablement guidée. C'est-à-dire sur un modèle 3D osseux, on va pouvoir préparer les volumes que l'on veut greffer à l'avance. Geßlich propose une solution également à utiliser avec Bios et BioGuide. Il y a aussi une étude italienne qui montre cela sur une série de cas avec des grilles titane pleines. On en touchera un mot à la fin si vous voulez. Des feuilles de titane pleines. C'est très intéressant puisque la dépose de la feuille titane est bien plus aisée que des grilles en titane complexes qui s'imbriquent un petit peu dans les tissus mous. La seule chose, c'est que ça a tendance, si vous n'avez pas un parodonte béton, il y a une tendance à une hypovascularisation de la muqueuse avec des operculisations avant la fin de la cicatrisation de la partie osseuse. Donc, il faut mettre un petit bémol sur cette technique-là, mais on en discute à la fin. Le principe de la régénération osseuse que j'ai surnommé la régénération osseuse préalablement guidée, c'est en fait le principe de préparer le maximum de choses en amont de sa chirurgie avant de mettre en place son greffon ou alors son implant ou alors sa chirurgie gingivale. Donc ça va être finalement toute notre planification. Et la planification est la clé de la réussite finale du cas clinique, puisque ça va nous diminuer notre temps chirurgical, notre temps d'ouverture des lambeaux, donc l'infection. Vous n'êtes pas sans savoir que on opère dans des milieux totalement sceptiques, et plus on va aller vite, moins le passage bactérien, la bactérémie sera importante. L'avantage de la ROPG, ça va être que le temps d'intervention est diminué, du coup les facteurs de comorbidité sont diminués. On va faciliter notre intervention, que ce soit dans l'utilisation d'une grille titane comme celle-ci, que ce soit dans l'utilisation par exemple de membranes rigides qui existent, en Gore-Tex par exemple, ou des membranes rigides totalement résorbables. Et c'est accessible à tous par l'intermédiaire de ces modèles imprimés 3D à un coût réduit. C'est quand même hyper simple à mettre en place. Et c'est juste en fait la planification, c'est juste une étape intellectuelle, c'est pas un type de chirurgie bien particulier. Tout ça grâce au prototypage et à la simulation chirurgicale. Les inconvénients, ça va être que ça demande un petit peu plus de matériel par rapport si on utilise des grilles titane par exemple ou des matériaux de fixation comme des pins ou des vis d'ostéosynthèse. Il y a peu d'études qui montrent l'apport, d'études scientifiques je parle, qui montrent l'apport de cette prévisualisation, pré-mise en place de la chirurgie. Il y a peu d'études scientifiques qui montrent cet apport, mais enfin, il est quand même assez aisé de comprendre
que plus on va préparer son geste chirurgical, plus on va être sûr de soi. C'est comme le descendeur à ski. Quand il fait sa descente de reconnaissance, OK, il l'a fait à une certaine vitesse. Ensuite, il l'apprend par cœur, il la mentalise. Une fois qu'il l'a mentalisée, il ne réfléchit plus. Il fait sa descente. Et s'il y a une plaque de verglas, il n'a que la plaque de verglas à gérer. Et tout le reste de la descente, elle est dans sa tête, dans ses gestes, dans ses jambes. C'est la même chose sur la régénération osseuse préalablement guidée ou la chirurgie préalablement pensée. Pour illustrer mes propos, ce cas clinique avec secteur 3, des implants à poser avec une perte osseuse assez classique à la mandibule. Hein. En vestibulaire, on perd souvent comme ça toute une partie. Ça donne des implants qui sont un petit peu operculisés. L'anatomie de la patiente faisait que je préférais imprimer un modèle en 3D puisqu'on avait ce foramen mentonnier qui sortait au niveau de l'émergence d'un des implants. Ce qui pour moi était pas une contre-indication, mais une complexité supérieure, ce qui fait une complexité supplémentaire par rapport à mon acte chirurgical de pose d'implant et de mise en place de matériaux de comblement ou de régénération. Pour éviter d'avoir à être très embêté par ce foramen, bien j'ai préparé à l'avance ce modèle chirurgical et on a ici les résultats post-opératoire immédiat et puis ensuite les réouvertures, etc., la mise en place de la prothèse. Bref, ça c'est pas le sujet aujourd'hui, mais tout ça c'est pour vous dire que en fait on s'est simplifié la tâche de quelque chose qui était censé être très compliqué. On arrive à avoir une simplification du geste et une reconstruction osseuse permettant la mise en place de prothèses de manière plus aisée. Autre cas clinique d'illustration, on a cette 21 et 22 qui sont à extraire. On sait qu'on va avoir une perte osseuse très importante. J'aime pas trop faire de reconstruction osseuse le jour de l'extraction, puisque la plupart du temps, ce sont des infections un petit peu chroniques. Moi, j'aime pas trop mettre des biomatériaux comme ça. Je savais pertinemment qu'il aurait de toute manière à reconstruire, donc j'ai préféré assainir le milieu dans un premier temps et ensuite reconstruire. Alors là, je savais qu'il fallait que je prépare quelque chose à l'avance. J'ai décidé de préparer une grille, mais j'aurais pu préparer toute autre chose. C'est mon choix de thérapeute, ça. Là où on peut critiquer ce cas, ça va être sur le tracé d'incision. On verra que jusqu'à la fin, on va se traîner un petit peu ce tracé d'incision très vestibulaire jusqu'à la fin, comme un peu un boulet qu'on aurait gardé du début à la fin. Et à la fin, on s'en sort pas trop mal, mais c'est vrai que ça aurait été plus judicieux de décaler les incisions de décharge en deçà des canines, comme on peut le voir ici. Donc le protocole clinique, ça va être celui-ci. Donc on fait le décollement, on nettoie. Si on peut mettre les implants, ben, pourquoi pas les mettre, puisque de toute manière, il y avait assez d'os pour les stabiliser. Et la reconstruction osseuse qui va s'en suivre, ça va être une reconstruction de volume pour recréer du volume, pas forcément pour recréer de l'os à proprement parler, puisque je suis pas certain que si je faisais un carottage pour avoir une analyse histologique de la carotte obtenue, je ne suis pas certain qu'on aurait de l'os à proprement parler. Cependant, quelle est l'utilité d'avoir de l'os à proprement parler à partir du moment où le volume est conservé et que l'implant, lui, tient dans l'os natif du patient? C'est une question que je pose, on pourra en discuter à la fin si vous souhaitez. C'est une question qu'on se pose régulièrement. Donc là, la grille a été posée immédiatement puisqu'elle a été préformée. Ensuite, le biomatériau est mis en place. Et comme tout a été préformé à l'avance, c'est bien simplifié, le protocole est simplifié et on va pouvoir mettre en place tout le reste, les vis de théosynthèse dans ce cas-là, et la fermeture hermétique avec libération du lambeau pour avoir une fermeture sans tension. De toute façon, n'importe quelle technique que vous choisirez pour faire des reconstructions, pour faire des greffes de gencives, pour faire n'importe quelle reconstruction au niveau gingival,
ou au niveau osseux. Dans tous les cas, le facteur clé est la libération des tissus. On sait depuis très très longtemps que la sangle la biojugale est très puissante et va tirer en permanence sur nos sutures, va tirer en permanence sur nos reconstructions. La plupart du temps, elle est la source de nos récessions autour des dents, la source des pertes osseuses autour des implants quand on n'a pas de gencives attachées autour des implants, puisque à chaque fois que le patient va tirer sur sa joue, ça va tirer sur cette gencive libre qui va être dessus. Donc, la clé du succès de n'importe quelle manœuvre chirurgicale en chirurgie dentaire, ça va être la libération des tissus mous par rapport aux insertions musculaires qui se font sur le périos. Et ça, on va le voir ici, en démarrant en haut à droite ici au niveau de l'incision de décharge. Alors là, elle est trop vestibulaire, l'incision de décharge, donc ok, on le savait dès le début, je vous l'ai dit. Seulement, c'est le même principe si on avait fait un peu plus distal. Et ensuite, avec un instrument à bout mousse, on va pouvoir, soit avec le dos du bistouri, soit avec des ciseaux simples comme ceci, soit avec carrément le décolleur. Actuellement, de plus en plus, je fais ça avec le décolleur. Ça nous permet, c'est un petit truc que vous pourrez essayer si vous le souhaitez, ça vous permet d'être beaucoup plus doux sur les tissus mous et au lieu de déchirer les tissus, en fait, on va vraiment faire une dissection anatomique plan par plan en séparant les fibres les unes des autres. Je ne pourrais pas vous donner le pourcentage de succès supérieur de cette technique par rapport à une autre. Seulement, quand vous le faites, vous vous apercevez bien que vous êtes beaucoup moins traumatisant pour les tissus et c'est bien plus élégant et c'est plus satisfaisant au niveau personnel. Évidemment, des sutures hermétiques et la cicatrisation. Et on peut voir en haut à gauche ici la reconstruction osseuse qui est d'un volume assez important. Ok, je passe sur les sutures parce que en fait, les sutures, il suffit juste de les faire bord à bord. Donc le déroulé clinique, ensuite, quelques mois plus tard, on a une reconstruction osseuse de volume, on enlève ce qui nous gêne au niveau de la grille, puis après, ce sont des phases de prothèses, et toutes ces prothèses, elles ont été préparées sur les modèles au départ initiaux. C'est pour cela qu'on a ces profils d'émergence qui correspondent, les implants sont posés, on va dire, prothétiquement guidés. Ok, donc, si ce n'est pas la prothèse, on passe. Donc ça, c'est l'application de cette impression 3D, à quoi ça peut nous servir pour faire des préparations chirurgicales en amont. La simulation chirurgicale, quant à elle, la simulation chirurgicale en France, sur des modèles virtuels, est peu développée en chirurgie buccale. Ça existe très peu. On a vu quelques illustrations au début avec des mannequins de chirurgie. On peut faire ça pour les prises de sang, par exemple, des mannequins comme cela, ou de la radiologie interventionnelle. On commence à avoir des mannequins pour pratiquer cela, mais en chirurgie buccale, ça n'existe pas. Par contre, on a accès au labo d'anatomie. Et le labo d'anatomie, c'est les sujets humains. Juste un aparté sur le code de déontologie médicale qui stipule très bien dans le premier article que tout médecin doit le respect du corps humain et de chaque humain vivant, de chaque individu, chaque vie humaine, durant sa vie, mais après sa mort également. Tout ça pour vous expliquer aussi que des choses dans l'actualité se sont passées dans les laboratoires d'anatomie qui n'étaient pas normales, ça a été rectifié et maintenant tout est correct. Aucun problème là-dessus. C'est aussi à nous, en tant que praticiens, de se responsabiliser par rapport à cela et savoir peut-être des fois dire non quand il se passe quelque chose qui ne vous paraît pas correct au niveau du respect de la dignité de l'être humain. Le code de déontologie dentaire ne donne pas de détails comparé au code de déontologie médicale sur l'être humain vivant ou mort, mais c'est le respect de la vie humaine de manière générale. Donc, on peut tout à fait s'appliquer cela aussi en dentaire. Ah, je viens de recevoir un message qui me dit on n'entend plus. Alors, je vais voir si je vois pas le chat par contre. Moi, je vous entends très bien. Hein. Ouais, c'est bon? Ouais. Ok, je continue. Alors, ça doit venir du participant qui doit moins bien y voir. Il doit avoir une moins bonne connexion.
Ok, je continue. Les techniques classiques, donc chirurgicales, les techniques que l'on connaît déjà, ça va être, elles vont être utilisées avec des biomatériaux, des xénogreffes, des autogreffes, des allogreffes. Alors c'est très compliqué de faire une présentation comme ça sans voir les participants parce que je ne sais pas ce que vous savez déjà de ce que vous ne savez pas. Donc, du coup, je ne sais pas jusqu'à quel point je dois développer ce type de diapo. Donc, très rapidement, xénogreffe, c'est animal ou synthétique. Autogreffe, c'est le patient lui-même. Allogreffe, c'est un autre être humain. Et donc, tout ça est développé en fonction de chaque technique et sont soumises un petit peu à la dextérité du praticien. On a des techniques comme cela avec des prélèvements autogènes, rétromolaires, prélèvements mentonniers. Ça va être un petit peu chaque praticien, chaque chirurgien qui va avoir sa touche, son doigté, son toucher pour pouvoir reconstruire. Ces techniques-là peuvent être tout à fait simulées sur des sujets anatomiques sans problème. Seulement, chaque cas clinique va être différent, puisqu'on n'aura pas une reconstruction pareille à une autre avec des blocs osseux. Donc, ça va être un petit peu la dextérité de chacun qui va jouer. Autre possibilité, on a les reconstructions avec des membranes même des volumes importants. Qu'on peut voir ici, on a des membranes, des biomatériaux, on pince les membranes et on peut reconstruire des volumes très importants. Toujours le secret, c'est de libérer les tensions. Cet autre cas clinique également, avec cette perte osseuse au niveau du vestibule de cette incisive. Reconstruction à partir d'une membrane. Voilà, tout ça, ce sont des techniques que l'on peut tout à fait simuler sur des sujets anatomiques et on le verra tout à l'heure. Ça vous permet d'appréhender l'utilisation des biomatériaux, l'utilisation de l'instrumentation, puisque c'est une instrumentation spécifique, puisque c'est pas quand même des actes que l'on fait tous les jours en tant que chirurgien dentiste. Et ça permet d'avoir une optimisation du résultat et surtout d'avoir une gestion du patient plus aisée. Et dernière chose qui est possible d'effectuer, ce sont des reconstructions osseuses par allogreffe, par bloc directement. C'est un bloc directement préformé, préconçu que l'on met en place. Et on a même une dernière chose maintenant qui existe, où ces blocs allogéniques sont préformés en amont par un technicien. Ils sont stérilisés ensuite et ça vous permet d'avoir un bloc anatomique. Voilà. Et après, ça implique tous les inconvénients de l'allogreffe, avec la particularité de l'allogreffe en bouche qui est quand même très 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 soumise aux infections post-opératoires. Si on n'a pas une fermeture complète, totale des berges et qu'il y a la moindre bactérie qui passe, on est sur un os qui est mort, qu'il faut revasculariser totalement. Et ça va être la course entre la revascularisation et en fait la nécrose du greffon. Un petit peu la même chose quand on fait une greffe gingivale libre, on a toujours une course entre la nécrose et la revascularisation. Ça va être la même chose sur ce type de bloc. Tout ça, on peut le faire en amont sur des sujets anatomiques. On peut aussi effectuer des chirurgies comme celle-ci, de sinus, des sinus complètement aériens comme celui-ci, où on n'a pas du tout de volume osseux, où on va devoir faire une reconstruction complète du sinus avec des techniques classiques, où on fait une fenêtre osseuse définie du mieux possible. Par exemple, on peut tout à fait récupérer cette fenêtre si on a la possibilité de le faire. Elle pourra vous servir pour refermer la paroi externe du sinus, un soulevé du sinus. Alors le soulevé de cette membrane qui est très très fine, il existe des modèles pour pouvoir le faire de manière virtuelle, mais
ceux qui ont fait des sinus lifts pourront en témoigner, c'est jamais exactement la même chose que la réalité. Et puis, il n'y a pas deux sinus de la même manière. Donc là, il n'y a que deux sinus, deux membranes qui se comportent de la même manière. Donc là, il y a vraiment que la pratique qui va vous permettre d'appréhender ce geste-là. Et comme le descendeur à ski, si en amont, vous avez toujours cette descente qui est en tête et que vous la connaissez par cœur et que vous n'avez juste à gérer que le décollement de la membrane et que tout le reste, finalement, c'est quelque chose qui est ancré dans vos réflexes, eh bien, ce décollement de lamelle osseuse sera simplifié, le décollement de la muqueuse sera simplifié pour vous, et il n'y aura plus qu'à gérer cette partie, on va dire, presque aléatoire du décollement de la membrane qui est difficile de savoir à l'avance si on va avoir une membrane facile à décoller ou difficile à décoller. Ok. On peut aussi simuler la chirurgie mucogingivale dans les laboratoires d'anatomie. Pourquoi? Parce qu'on a de plus en plus de demandes qui sont fondées ou non. On a quand même les aspects médico-légaux de ça qui rentrent en jeu, puisqu'on a possibilité de créer plus de dégâts finalement que de bienfaits sur de la chirurgie mucogingivale. Hein. Si avant on n'avait pas de récession et qu'après un geste chirurgical malmené, on se retrouve avec une récession, là c'est pas bon. Le principe primum non nocere n'est pas respecté. On a une multiplication des litiges et les techniques peuvent différer en fonction des praticiens et des habitudes. Mais c'est pour ça que c'est intéressant sur des sujets de pouvoir tout tester finalement. Des cas de chirurgie mucogingivale simple comme celui-ci, comme des cas plus compliqués qu'on va voir après, les différents types de prélèvements. On a des prélèvements qu'on peut faire tuberositaires, palatins, en demi-épaisseur, en pleine épaisseur. On peut désépithélialiser à la fraise, comme on peut voir en haut à droite. Tout ça, je ne parle pas des indications, puisque ça, les indications, finalement, c'est chaque chirurgien qui va les porter, ces indications, en fonction de ses habitudes cliniques. Mais là, je vous parle de technique chirurgicale. Ah, on n'a pas les photos. Et là non plus, super. Alors, je quitte la présente 2 secondes. Elle est un petit peu lourde, elle fait 10 gigaoctets la présentation, donc voilà. Et des petits bugs. Donc la technique de tunnelisation, si on ne l'a jamais fait, la première fois, c'est bien de l'avoir fait sur un patient non réel. Les techniques, par exemple, de recouvrement bilaminaire, comme les Zucchelli, on peut les voir ici, ou ici, avec des reconstructions doubles, c'est-à-dire reconstruction et de la part tissulaire dentaire et de la perte tissulaire muqueuse, avec un changement de l'anatomie. Et là, quelle est la clé de ce type de reconstruction? Ben, c'est la libération des lambeaux. Et c'est toujours la même chose que ce soit en chirurgie osseuse ou en chirurgie gingivale. Finalement, c'est toujours pareil. C'est la libération des lambeaux, la libération des insertions musculaires. La simulation chirurgicale va pouvoir aussi nous servir et sur les sujets anatomiques, dans le respect bien évidemment de ces sujets-là. On verra après comment est-ce qu'on peut respecter ces sujets-là, même en faisant de l'expérimentation sur eux, va nous servir pour pouvoir créer des variantes, des techniques nouvelles, des techniques chirurgicales nouvelles et créer des automatismes. Et tout cela pour respecter ce premier principe du rapport de la chaise de 2012 qui est jamais la première fois sur le patient. On va pouvoir aussi rationaliser ses peurs. Qu'est-ce que c'est de rationaliser ses peurs? C'est quelqu'un de rationnel, c'est quelqu'un qui est raisonné, qui est fondé sur le raisonnement. Donc, je vous en parlais tout à l'heure, ça va être un petit peu le contrôle de soi, ça va être un petit peu l'intellectualisation du geste technique. Et ça, c'est très important et c'est à mettre en rapport avec ses peurs. Et finalement, la peur, c'est avoir peur de quelque chose, c'est l'inverse de la rationalité. Et rationaliser ses peurs, ça veut dire trouver quelque chose qui va vous permettre d'appréhender cette peur
pour ne pas qu'elle soit bloquante dans votre geste, pour ne pas que l'émotion que procure cette peur vous bloque dans le geste. Finalement, ça va être plus ça, puisque la peur, vous l'aurez quand même, et c'est même sain d'avoir de la peur quand on fait un nouveau geste, c'est même plus normal. Par contre, il faut se servir de ce sentiment d'inconfort, de le rationaliser et pour se retrouver dans des zones plus simples. Et ça, c'est de la prévention, et en étant bien équipé, en ayant les bons réflexes et les bons comportements, c'est un triptyque qui va vous amener vers la protection. Comme on l'a vu tout à l'heure sur les cas, eh bien, les cas de régénération osseuse volumineuse, eh bien, en fait, ces cas-là, on les a fait les premières fois sur les sujets anatomiques, comme on peut le voir ici avec une grille en titane. Et en plus, on avait prototypé à l'avance les modèles imprimés, ce qui fait et la simulation chirurgicale d'un côté avec nos grilles sur sujet anatomique et la simulation sur nos modèles imprimés. Ça nous sécurise notre geste technique. Autre simulation, sur un sujet anatomique aussi, on peut simuler tout à fait les sinus lifts. Les sinus lifts sont tout le temps simulés sur des modèles non anatomiques, enfin très souvent. Eh bien, on peut simuler une perforation de membrane, un soulevé de membrane, simuler d'aller chercher un implant dans le sinus, pourquoi pas. Voilà, on peut faire beaucoup de choses et les rapports anatomiques qui vont avec. On va pouvoir aussi utiliser nos systèmes de fixation, les pins. Les pins Mazinger, pour ceux qui les connaissent, ce sont des pins qui sont extraordinaires pour pincer des membranes, des grilles, tout ce qui est un petit peu fin qui peut être perforé, même à la mandibule. Alors, ceux qui connaissent pas, c'est assez déroutant les premières fois. C'est pour ça que c'est bien de les avoir testés en amont, parce que ce sont des pins qui sont très très durs, très fins, très petits, pardon, pas très fins, mais très petits. Ils sont très 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 durs, ils ne se plient pas. Par contre, quand l'os est dur à la mandibule, on est sur du type 1, pour l'insérer, c'est très très difficile, il faut taper fort. Et on opère sous une anesthésie locale, la plupart d'entre nous, il faut quand même gérer la partie psychologique avec le patient. On est toujours sur la même problématique, c'est-à-dire la gestion un petit peu de notre geste chirurgical et ne pas avoir de surprise. Et tout ça, ça se fait donc dans ces laboratoires d'anatomie. On garde quand même de la bonne humeur malgré parfois l'atmosphère qui est un petit peu lourde parce qu'on est quand même avec des personnes qui sont décédées, mais on garde la bonne humeur, on respecte les corps et ça nous permet voilà, de simuler nos opérations. On peut également aussi, en simulation chirurgicale, simuler les complications chirurgicales. Quelles complications on va avoir? Par exemple, dans ce cas-là, c'est pas une réelle complication, c'est plutôt quelque chose que j'avais fait volontairement, c'est-à-dire que j'ai perforé moi-même la membrane sinusienne pour, avant de la soulever, retirer le kyste du bas-fond sinusien. Donc, c'était un kyste du bas-fond, on avait une vacuité du méa moyen plus haut, donc on pouvait tout à fait nettoyer ce petit kyste bénin. Et dans ce cas-là, ça s'y prêtait bien. Alors, c'est pas toujours le cas parce que c'est pas si simple que ça de suturer une membrane et ça a tendance un petit peu à se déchirer. Et là, le fait qu'il y ait eu un kyste, eh bien, en fait, elle avait été un petit peu épaissie par l'inflammation, ce qui fait que c'était plus simple à suturer. Et ça, c'est vrai que c'est pas un geste qui est quotidien du tout. Et si on l'a pas pratiqué comme on l'avait tout à l'heure sur les cadavres, ça peut être pas si simple que ça à faire la première fois. Ou alors, gestion des complications hémorragiques, comprendre d'où viennent les complications hémorragiques. Je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo parce que c'est pas si simple en diffusion en direct. On a une hémorragie artérielle puisqu'elle est pulsatile au moment de la dissection périostée pour libérer les muscles. Toujours le même principe, on libère pour avoir de la laxité des tissus. Cette gestion-là de la complication, elle va être importante puisque finalement, la moitié, on va dire, de la gestion de cette complication hémorragique va être une gestion psychologique du patient et du praticien. Je m'explique. La plupart du temps, les hémorragies interviennent parce qu'on a une hypertension du patient
par stress qui est transmise par le praticien et l'assistante au patient, puisqu'on est sous anesthésie locale. Les patients ne sont pas bêtes, ils ressentent bien nos gestes, ils savent bien si on est sûr de notre geste ou pas, et ils ressentent les choses, et à ce rythme, à ce compte-là, le moindre effleurement d'une artériole va créer une hémorragie importante, comme on le voit ici. C'est jamais des hémorragies vitales en chirurgie dentaire, mais voilà. La gestion va être tout d'abord une gestion psychologique, et tout cela, pourquoi est-ce qu'on va être plus serein quand on va la gérer? Parce qu'avant, en laboratoire d'anatomie, eh bien, on a simulé une hémorragie de cette artériole-là. Vous voyez, on a retrouvé la collatérale de cette artère, enfin la terminale de cette artère faciale vers la terminale, la collatérale de l'artère orbiculaire supérieure, et qui est une artériole, hein, et ça s'est mis à saigner de la même manière qu'en bouche. Donc on est rassuré. Et la gestion s'est faite de la manière suivante. Alors là, je l'ai laissé en entier, parce que j'ai l'habitude dans mes présentations de laisser la réalité, c'est-à-dire j'ai un petit bistouri électrique, et donc je coagule, je cautérise cette artériole, et vous allez voir l'excès de zèle qui a été le mien, et j'ai voulu cautériser un petit peu plus, et j'ai déclenché le saignement. Donc là, c'est pas vous voyez comme le saignement s'est tari par rapport au tout début, où on avait une énorme hémorragie finalement, avec quelque chose de plus facile. Alors plus on y va avec cette boule de bistouri électrique, plus ça saigne. Donc là, il faut arrêter, et il faut se souvenir de cette séance de TP en laboratoire d'anatomie, où on sait que c'est une artériole terminale. Donc il suffit de se souvenir de son anatomie, de se dire finalement, au lieu d'essayer de cautériser, ça ne fonctionne pas, il me faudrait une pince bipolaire, mais pour des raisons X ou Y, elles ne sont pas stérilisées, elles ne sont pas prêtes, on les a pas. C'est la réalité du terrain là dont je vous parle, hein. À ce moment-là, on prend une pince hémostatique ou une pince à suture, et on vient suturer en amont pour tarir le flux sanguin de cette artériole. Ça nous permet de fermer cette artériole, et la vascularisation périphérique va compenser la perte de vascularisation de cette artériole, parce que c'est la chance que l'on a en chirurgie dentaire, c'est que la chance et la malchance, en fait, hein, c'est l'avantage et les inconvénients. C'est-à-dire que on a beaucoup de vascularisation, donc ça saigne pas mal. Mais par contre, quand on a une artériole qui saigne comme ça, on peut la shunter, on peut la couper son afflux, et on n'aura pas forcément de nécrose du lambeau, puisqu'on aura un apport vasculaire par tout le reste. Voilà, et puis c'est comme ça qu'on a géré c'est en connaissant l'anatomie. On peut aussi gérer, en connaissant l'anatomie, le saignement d'une artériole sublinguale dans la dissection du muscle milieu-hyoïdien, dans les recouvrements de greffe postérieure mandibulaire, par exemple, un léger saignement, mais c'est pas génial de laisser un petit saignement artériel, même s'il est léger, au niveau du plancher lingual, puisque vous devez le savoir, ça peut quand même créer un hématome important, et ensuite créer une obstruction des voies aériennes supérieures. Également, les petits saignements au niveau des artérioles palatines, les terminales des artérioles palatines, qu'on peut voir ici, quand on a effectué cette chirurgie de nettoyage des tissus mous, où en fait il y avait eu des sensations nerveuses au niveau du nerf palatin, par dépassement de pâte et d'amalgame sur des antécédents en fait de résection apicale avec obturation à l'amalgame. Et en nettoyant tout ça, on a lésé une artériole. Donc là, pareil, il suffit de connaître l'anatomie, on vient se mettre en amont, et on vient gérer le stress de l'assistante, gérer le stress du patient, gérer son stress à soi. À partir du moment où le geste est sûr, eh bien, tout cela va aller dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on va diminuer l'hypertension du patient, on va diminuer le saignement, on va diminuer tout ce stress finalement du moment.
Autre cas de figure que l'on peut rencontrer cliniquement, c'est cette artériole alvéolo-antrale. Lors d'un soulevé de sinus, si l'artériole n'est pas visible au scan, on peut difficilement le prévoir où est-ce qu'elle va passer, puisque si elle n'est pas intra-osseuse, on ne la verra pas au scanner sur les coupes transversales. Donc, il faut savoir qu'elle est là, qu'elle peut être là, qu'on peut l'abîmer. Bon, là, on n'a pas eu de souci, elle n'était pas abîmée, mais parfois, comme on peut le voir ici, au moment du retrait du volet osseux, ou alors ça peut être aussi au moment de du soulevé de la membrane, eh bien, on a ce petit saignement pulsatile qui se met en place parce qu'on a lésé cette artériole. Donc, c'est une artériole, c'est toujours pareil. Toujours la même chose, connaître bien son anatomie, connaître bien le geste chirurgical autour, et on n'a plus qu'à gérer cette petite complication. Et finalement, en gestion du patient, gestion de l'assistante, le saignement s'est tari seul, et on aura peut-être un léger hémosinus, mais finalement l'intervention a pu se terminer, l'artère s'est collapsée toute seule et il n'y a pas eu de suite majeure. Donc ça, bon, c'est la prothèse, c'est pas le sujet. On peut aussi avoir des complications comme celle-ci avec l'expulsion d'implants dans le sinus lors de techniques type Summers, par exemple, avec des infections complètes du sinus. Eh bien, en simulation chirurgicale, on s'est amusé à poser des implants en technique de Summers, on s'est amusé à les envoyer dans le sinus, et après on s'est posé la question par où passer, comment passer, quels éléments anatomiques préserver à ne pas abîmer pour pouvoir aller chercher l'implant dans le sinus. Eh bien, ça a été ensuite finalement très simplifié. L'avantage de la simulation chirurgicale a fait qu'on a pu ensuite aller dans le sinus, sur le patient réel, sur la situation clinique réelle, aller récupérer cet implant. Donc là, c'est l'ouverture de la fenêtre, un petit peu plus large que ce que j'avais prévu, puisque là, en fait, je n'avais pas forcément bien dimensionné ma fenêtre au départ, ce qui fait que ça m'a obligé à augmenter un petit peu la fenêtre. Ça va être un peu problématique après, vous verrez, pour la remise en place de la fenêtre osseuse. Donc l'implant est enlevé. On a nettoyé ensuite avec de la bétadine correctement. Et donc après, il a fallu trouver un moyen de refixer la partie osseuse, puisqu'elle était plus petite finalement que la fenêtre, puisque j'ai agrandi après. Donc là, une technique, par exemple, c'est de suturer le volet osseux. Et pour cela, il faut faire avec une petite fraise flamme, une petite fraise fissure, une fraise flamme, deux petits trous dans le volet osseux, et avec un fil de le suturer pour le maintenir bord à bord. Et puis ensuite, on referme tout et on n'y touche plus. Autre cas de figure où il est important d'avoir géré en amont et de connaître bien son geste chirurgical au niveau sinus, c'est les implants comme ceci sinusiens. Donc on fait toute notre chirurgie, tout va bien, et je ne sais pas si c'est arrivé à certains d'entre vous, mais en tout cas moi ça m'est arrivé. On a tout bien terminé, on referme, et à ce moment-là, au moment de la mise en place de la vis de couverture, ben, l'implant s'est mis à tourner dans le sinus et est parti dans le sinus. Donc, par chance, on a réussi à le récupérer, à mettre en place une vis de cicatrisation dessus pour pas qu'il parte trop loin et le retirer totalement. Puis on a pu reposer un autre implant et tout bien faire. Pourquoi je vous montre ce cas-là? Parce que je vous montre parce que les cas qui m'arrivent réellement, hein, qui arriveront peut-être à certains d'entre vous, et ça vous permet aussi de voir que si on connaît bien tout le reste de sa chirurgie, si tout le reste de la chirurgie a été bien mené, parce que tout le reste finalement avait été fait en 35 minutes, 40 minutes. Finalement, la gestion de cette complication en un quart d'heure n'a pas été si complexe, puisqu'il n'y a eu que ça à gérer et pas eu besoin de réfléchir très longtemps à comment le gérer. Et ça ne nous a pas posé de problème pour faire la prothèse provisoire quelques mois plus tard. Et là, ben, le patient, j'ai pas pu lui poser sa prothèse définitive puisqu'on a été arrêté à cause du Covid.
La simulation chirurgicale va vous servir aussi à sécuriser et à mettre au point votre technique chirurgicale sur des cas de reconstruction volume très importants comme celui-ci. On l'a vu tout à l'heure avec la mise au point de cette technique chirurgicale de reconstruction par grille préformée. Eh bien, cette simulation va vous permettre de bien connaître votre anatomie, de disséquer le lambeau lingual pour donner du mou, pour éviter d'avoir ces muscles qui vont tirer sur le greffon. Donc, on va protéger le mylohyoïdien, protéger la glande sublinguale en avant, et ici, ouvrir la capsule nerveuse, sans couper les fibres ici du nerf, pour ne pas perdre la sensibilité et pas avoir de signe de Vincent. Ça fait 1 heure. Je continue. Hein. J'ai encore beaucoup de diapos et c'est de plus en plus clinique. Donc, voici la réouverture. Bon, très bien, on a pu faire la chirurgie. Ça, si vous voulez, je vous donne les résultats après. Je passe un peu pour vous montrer bien tous les cas cliniques. Et ensuite, on terminera par les questions et je vous montrerai les résultats de tout ça. La simulation chirurgicale, donc, va aussi nous permettre de réviser son anatomie. L'anatomie, ça ne doit pas être rébarbatif. Il faut que ce soit quelque chose avec une vision tridimensionnelle. Et les bases, pour moi, de l'anatomie sont indispensables à notre métier. Même si on se cantonne à connaître la bouche, eh bien, il faut connaître les tissus attenants correctement pour pouvoir bien gérer son métier. Et on peut le voir ici, on peut voir le nerf lingual quand on fait la dissection complète, en rapport avec notre mandibule et notre tracé d'incision distale, par exemple. On peut voir ici les rapports entre cet implant posé sinusien et le nerf infraorbitaire. On peut voir également ici le nerf infraorbitaire et notre lambeau de décollement en vestibulaire. On peut voir ici les différents plans de dissection qui vont vous permettre de réviser les interrelations entre la glande parotide, le nerf facial, le canal de sténon qui va traverser le muscle buccinateur et tout cela en une seule fois et vous l'aurez imprimé une fois. L'artère faciale ici qui va monter et qui va donner l'artère transverse et l'artère orbiculaire supérieure inférieure. Donc, tout ça dans le respect des corps. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, vous voyez ici, on essaie toujours de replacer totalement les corps, de rendre les corps à l'appariteur totalement refermés. On ne laisse pas un corps comme ça complètement ouvert, déchiqueté. Ça va vous permettre aussi de comprendre les choses, la physiopathologie, le signe de Vincent qu'on peut voir ici à cause d'un dépassement important sur une obturation radiculaire. On a un signe de Vincent qui correspond finalement à la zone anatomique du nerf. Si on dissèque ici à la mandibule, on peut voir le nerf et on peut voir sa sortie et on voit quelle est l'innervation du foramen mentonnier. Pareil sur ce cas-là où on va avoir une lésion ici après l'extraction et le curetage de cette lésion apicale, on va avoir une lésion du nerf qui va disparaître peu à peu, mais on va pouvoir aussi gérer la psychologie du patient en lui expliquant, voyez, vous avez cette paresthésie-anesthésie qui fait cette zone-là. Si tout se passe bien, si votre nerf cicatrise, on aura de plus en plus une zone réduite. Au fur et à mesure, ça va se réduire. Et ça permet d'être sûr de son discours et de rassurer le patient dans des cas de figure comme celui-ci qu'on n'aime pas forcément. En conclusion, je pense qu'il est important d'effectuer du compagnonnage dans notre profession et dans toutes les professions médicales et chirurgicales, puisque c'est ça qui va nous permettre de sécuriser notre exercice et également de rendre les choses plus agréables pour tout le monde. Ce premier précepte de cette étude de l'HAS de 2012, ne jamais effectuer ses premiers gestes la première fois sur le patient, pour moi est très intéressant et ça ouvre la voie à la simulation chirurgicale et au modèle technique. Et ça nous permet d'avoir des domaines d'exploration, des buts d'amélioration constante dans les techniques chirurgicales. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Alors, je vais essayer de réouvrir InVivox, enfin le partage, pour essayer de voir les questions. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Conversation. OK. Alors, allez-y pour les questions. J'ai le chat.
peux peut-être même vous les faire. Je vais voir si je peux vous avoir en vocal carrément, parce on est pas tant que ça finalement. Est-ce que je peux ouvrir les micros de ça? يطرح على هذه الأقاليم. كنت أود أن أسألك أيضا بالإضافة إلى كل هذا التفصيل الذي فصلت إلى أي مدى أرقام انخفاض عدد Oh, il y a trop de bruit là. السلطات الإطارية Je vais couper les micros, je sais pas comment faire. المؤشرات إيجابية وتكريس العناية Là, il y a trop de bazar au niveau des micros. الرابع عشر على التوالي عامل Alors du coup, on va essayer plutôt par le chat. Vous avez accès au chat, c'est bon? Alors je le retrouve plus, attendez. Ça doit être... Non, c'est pas ça. Tac. Je Ah, voilà, partage. J'ai récupéré le chat. Ouais. J'ai récupéré le chat. Bon. A priori, il n'y a pas de questions. C'est que c'était très clair alors. Je pense que c'était très long. Je pense que ça a un petit peu découragé certains peut-être. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, c'est parfait. Hein. Ah, pour la préparation de modèle, il faut CBCT plus empreinte. CBCT, oui, ça c'est sûr. Empreinte, c'est mieux. Ça vous permet de faire un projet prothétique en amont. Le CBCT, oui. Alors, le logiciel pour pouvoir préparer un modèle en STL à partir d'un CBCT, il s'appelle Invisalus. Invisalus. C'est un logiciel open source qui est sur Internet. Il y a des tutos pour créer les modèles STL et après les imprimer dans n'importe quelle imprimante 3D. Donc, Invisalus, ça s'écrit INVA. Attendez, je vais vous chercher de suite. Je l'ai sur mon ordi normalement. Ah, je ne l'ai pas sur cet ordi-là. INVA SAELUS, je crois. Comme ça, je vais l'écrire là, dans le chat. Je crois que c'est comme ça. Vous cherchez, vous tâtonnez sur Google et vous le trouvez facilement normalement. Voilà. Je ne sais pas si toutes les vidéos sont bien passées. Cédric, vous avez pu voir les vidéos, les photos, ça tournait bien? Déroulé, ouais. Bon, c'est cool, c'était plutôt transversal, on avait pas mal de techniques différentes. Après, je sais pas si... Ah ben ça c'est très gentil, merci pour les commentaires sympas. Si vous voulez, alors, Cédric, est-ce qu'ils ont mon adresse mail? Non, vous pouvez l'écrire dans le chat si vous le souhaitez Ouais, pour je vais leur mettre comme ça, ils peuvent. Alors, je vous mets mon adresse mail parce que s'il y a des trucs qui vous reviennent après, n'hésitez pas, je suis dispo. Hop, voilà. Alors, simulation à partir d'une impression permettait de simuler toute la chirurgie. Alors malheureusement, j'étais avant la mise en place du confinement, hein, j'étais sur le coup de mettre en place une fausse gencive de simulation. Mais c'est très compliqué parce que la gencive, l'aspect textural de la gencive humaine est très particulière. Même sur les cadavres qui sont très bien préparés, comme on a vu tout à l'heure, qui sont bien préparés. Moi, je fais ça à la faculté de médecine de Nîmes. Ils sont très très bons, de très bonne qualité, la préparation. Elle est, malgré cette préparation qui est très très bonne, on n'a pas tout à fait la même texture qu'une gencive naturelle. Là, finalement, ce qui va s'en rapprocher le plus, ça va quand même rester les cadavres, plus qu'une mâchoire animale, plus que des modèles de travaux pratiques. Mais la partie gingivale, effectivement, il faut la simuler il y a encore des progrès à faire là-dessus, effectivement. Ouais, la partie gingivale. Il manque une partie de la simulation. Et là, pendant que je vous faisais la conférence, j'ai un commercial là, qui vend des modèles qui vendent des modèles de simulation chirurgicale qui m'a contacté. Donc, je verrai ce qu'il me dit. Peut-être qu'il y a des avancées. C'est le fait d'avoir communiqué sur
sur cette conférence qui fait qu'il m'a contacté. Combien de temps cela prend-il et le coût pour avoir un modèle réaliste sur lequel on peut simuler la pose des implants? Ah bah, le coût, c'est ce que je vous disais dans la présentation, c'est quelques dizaines d'euros maximum. Hein. Une impression 3D, c'est rien du tout. Maintenant avec… bon, après, il faut payer l'imprimante, hein, évidemment. Mais on n'a pas besoin d'imprimante hyper sophistiquée, hyper complexe. D'ailleurs, souvent, ce qui fait le prix d'imprimante, c'est pas forcément sa précision, mais c'est plutôt la taille de la plateforme d'impression. Donc, finalement, il y a une société sur Paris qui s'appelle A4 Technologies, qui n'est pas une société à visée médicale au départ, qui font de la robotisation, ils font de la simulation de toutes choses, mais pas forcément dans le médical. Et ils ont soutenu le docteur Ernoux, celui dont je vous ai parlé, qui a pour la première fois mis en place ces modèles imprimés. Et cette société-là peut vous donner des infos sur les imprimantes 3D et le coût d'une imprimante 3D pour ce type d'implication. Alors attention, n'essayez pas de faire des prothèses avec ça, ça rentrera jamais en bouche, hein, c'est pas assez précis. Mais pour des modèles osseux, c'est largement suffisant. Les marques d'imprimantes, franchement, pour ce type d'application, prenez peut-être pas du low cost total parce que vous aurez des imprécisions majeures. Prenez pas non plus des imprimantes très très chères. Allez voir sur le site de A4 Technologies, je les connais pas personnellement, mais je sais qu'ils sont honnêtes dans leurs tarifs et dans leur politique commerciale. Allez voir sur ce site-là et vous verrez, ils vous font aussi de la formation sur l'impression 3D et ça vous évite de passer par des fournisseurs purement médicaux qui au final, dans ce type d'application, n'est pas indispensable à mon sens, puisque ce ne seront pas des dispositifs médicaux sur mesure, comme sont les prothèses ou les prothèses provisoires qui devront être installées en bouche, où on doit avoir un certificat de traçabilité, etc. C'est pas la même chose. On n'est pas sur le même niveau de traçabilité et de précision. Ah, mais c'est Théo qui vous voit. Quelle marque d'imprimante vous recommandez? Théo, on pourra en parler si tu veux. Tu pourras venir voir au cabinet. Alors, l'impression 3D, on retrouve bien les volumes sinusiens. Alors, c'est pas si simple parce que l'impression 3D, alors je suis passé vite sur l'impression 3D parce que c'était pas trop le sujet uniquement de l'impression 3D, c'était plutôt les applications de l'impression 3D. Mais l'impression 3D en elle-même, à partir de modèles osseux, à la mandibule est très simple parce qu'on a une densité osseuse importante à la mandibule qui ressort très bien sur les modèles STL. Et les unités Hounsfield, ce sont les unités qui sont utilisées pour la visualisation de la radio, des fichiers radiologiques. Ces unités-là sont importantes au niveau mandibulaire. Au maxillaire, c'est plus compliqué. Il faut nettoyer le fichier à la main pour avoir vraiment les volumes sinusiens. Les volumes sinusiens sont peu importants dans notre pratique. Ils sont facilement évaluables par contre par les CBCT directement, par le radiologue si vous n'avez pas le CBCT chez vous. Dans quel but en fait vous voudriez voir les volumes sinusiens? C'est pour voir de combien vous pouvez augmenter les volumes osseux ou j'ai pas de retour, donc du coup je sais pas. Je sais pas pourquoi la question, mais en tout cas, c'est pas forcément bande osseuse et volume. Ah voilà, ça ok. Oui, ça ok, sans problème. Ça on le voit très bien. Volume à reconstruire et bande osseuse, ça oui, très bien. Mais le volume en fait de la cavité sinusienne est difficilement appréhendable parce qu'en fait, comme on va avoir une partie qui va être cartilagineuse au niveau du sinus, ça va mal ressortir au niveau des unités Hounsfield et du coup mal ressortir si vous voulez, quand vous avez une reconstruction 3D, c'est une interprétation finalement mathématique, visuelle par votre logiciel. Et c'est cette interprétation-là qui peut être variable en fonction de la densité osseuse que vous essayez de reconstruire. Et au maxillaire, on va avoir une dualité entre les
des petits morceaux osseux cartilagineux et des morceaux osseux vraiment de la crête alvéolaire. La crête alvéolaire se verra très bien, l'intérieur du sinus se verra moins bien. Mais vous verrez par contre le volume osseux sous-sinusien, oui, ça oui, sans problème. Alors, demain, volume dispo, soit compté pour la pose d'implant, hauteur et cortical. Oui, oui, ok. Moi, je pense que j'ai répondu à cette question de Sam. Docteur Sam. Ok. Ah, un nouveau message. Ok, c'est plus clair pour moi à Montpellier. Ah, c'est à Montpellier, hein. Super. Ben, n'hésitez pas. Alors, ceux qui sont pas loin du cabinet, hein, vous n'hésitez pas à m'appeler, à m'envoyer un mail sur le mail que j'ai mis plus haut. Vous me contactez. Je suis tout à fait disponible, surtout en ce moment, pour discuter, vous montrer des choses. C'est pas du tout un problème. N'hésitez pas. Au contraire, moi, j'aime bien les échanges, donc on apprend toujours de ses confrères. Ok, bon, je pense qu'il n'y a plus de questions. Marie, Fabien, Yannick, Lalali, Sam, Alexia. Ah, coucou Alexia. Paola, Devita, Théo, Melek, Benani. Merci, très clair, très instructif sur le futur. Merci. Ça, c'est très gentil, Sam. Merci beaucoup. Merci, Marie. Merci à tous, c'est très gentil. Alors après, on pourra faire, mais ça, moi, c'est à la demande, hein. Là, c'était un sujet vraiment très transversal. On peut faire des trucs bien plus pointus dans un domaine. Si on voulait qu'on fasse, je sais pas moi, le prélèvement palatin pour la greffe osseuse, la greffe gingivale, ben, on fera que ça, si vous voulez. Mais là, c'était plus un sujet transversal sur l'apport de la simulation. Donc, c'est pour ça qu'on est passé un petit peu par toutes les techniques chirurgicales qui existent. Voilà, je trouvais ça pas mal. Ça permet de se détendre dans ces périodes de confinement où finalement on fait pas grand-chose. Ça m'intéresse, merci, excellent après-midi, merci à vous. Merci Benani, très gentil.